Mukuru yangana monga Gabon, Mukuru yangana monga Guinée, Mukuru yangana monga Congo, Mukuru yangana monga Cameroun ya asoyebe. Nous allons écouter le professeur Richard Honorat-Combat sur la problématique de la culture et des langues nationales. Je vois que vous faites honneur à votre prédécesseur, ce qui tout naturellement suscite quelques moments de réprobation, mais je vais m'en tenir à ce qui a été excité dès le début. Voilà. Je voudrais dire, Madame la Présidente, que je suis heureux qu'on ait pensé à inscrire la question de la culture et des langues nationales dans le registre des grands problèmes sociaux du Cameroun contemporain. Je perçois dans cette option une reconnaissance du rôle primordial de la culture dans le chantier de la construction sociale et une volonté de se démarquer des clichés qui la présentent comme une activité exclusivement ludique, folklorique, désincarnée, pour ne pas dire futile. Nous observons tous que depuis que le monde s'est industrialisé, la tendance est d'ignorer ou de marginaliser la culture, de la reléguer au second plan des politiques publiques, au prétexte qu'elle ne serait pas rentable. Pourtant, comme le disait le révérend professeur Angel Bernvang dans l'une de ses dernières prises de parole, la culture est le fondement de tout. L'économie, la politique, les relations internationales, la conception de l'homme, de l'au-delà, des systèmes de pensée et des religions sont conditionnés par la culture. À sa suite, je me propose donc de montrer le rôle essentiel que la culture pourrait jouer dans notre projet de construction sociale. Ma réflexion sera ici fondée sur trois aspects. Tout d'abord, un parcours des différentes connotations de la notion de culture. Ensuite, une exploration du rôle que la culture pourrait jouer dans le processus de construction d'une identité sociale. Et enfin, une illustration de la contribution du secteur culturel dans un projet d'émergence tel que celui dans lequel le Cameroun s'est engagé. Alors, je passerai rapidement sur la première partie qui ne sert qu'à poser les balises de ce qui va suivre. Je ne prétends pas redéfinir la culture, mais je voudrais revisiter quelques connotations qui nous permettraient d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce donc que la culture? Je dirais de manière simple que la culture, c'est ce qui s'ajoute à la nature. Je commence par là. Ce qui s'ajoute à la nature. Ce qui diffère de la nature. Ce que le génie humain ajoute au génie de la nature. C'est en cela que l'UNESCO l'a défini comme la somme des expériences et des expressions concrètes liées à l'histoire d'un peuple. Ces expériences peuvent être spirituelles, morales, psychologiques, scientifiques, technologiques. Raison pour laquelle le professeur Angel Bernvang dit que la culture est le fondement de tout. Elle est aussi, la culture, la manière particulière dont chaque peuple perçoit le monde, l'exprime, le remodèle, le féconde pour se positionner par rapport aux autres. Je pourrais commenter ces définitions. Je pourrais en donner d'autres. Mais je vais en donner une dernière qui me permet d'atteindre rapidement le cœur de mon exposé, qui est la deuxième partie. Cette dernière définition est de Jean-Pierre Barnier, anthropologue, qui dit
que la culture est une totalité plus complexe, faite de normes, d'habitudes, de répertoires d'action et de représentations acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Cette totalité complexe se fonde sur un ensemble de déterminants, et mon exposé va porter sur ces déterminants culturels. Quels sont ces déterminants de la culture? C'est la langue, la religion, les arts, les systèmes de pensée, les us et coutumes, la technologie ou les réalisations matérielles. Ces déterminants sont aussi manifestement les marqueurs de l'identité d'un peuple. Je dirais donc que l'identité d'un peuple se confond quelque peu à sa culture. Je montrerai donc dans un deuxième temps comment ces identifiants, principalement celles qui tiennent aux lettres et aux arts, construisent l'identité sociale camerounaise. On pourrait l'étendre aux autres identifiants, n'est-ce pas, que j'aurais mis de côté pour des raisons de temps. J'apporte donc la question de la contribution de la culture à la définition de l'identité sociale. Si la culture ne sert à rien, elle sert au moins à construire une identité sociale. Je pourrais définir l'identité très rapidement en disant quel est ce qui est propre à un individu ou à un groupe, ce qui permet à ces entités de se distinguer des autres et de se définir. Le savant camerounais Fabien Eboussi Boulaga l'a défini comme le procès par lequel l'homme se constitue, s'institue et se transmet comme réel humain. Cela veut dire qu'elle est un processus de définition de soi, de positionnement dans le champ social. Elle peut aussi être considérée comme le résultat de ce processus. C'est à raison de cela que Jean-Pierre Varnier, toujours lui, l'a défini comme l'ensemble des répertoires d'action, de langue et de culture qui permettent à une personne de reconnaître son appartenance à un groupe social ou de s'identifier à lui. Je prendrai très rapidement le premier identifiant, pour aller vite. Le plus déterminant de ces identifiants, c'est la langue. Pourquoi? Parce que la langue est le principal mot d'expression d'un homme ou d'un groupe. Voilà pourquoi la plupart des peuples portent les noms de leur langue. Les Français parlent le français. Les Portugais parlent le portugais. Les Allemands parlent l'allemand. Les Américains parlent l'américain. Ils parlent les noms, ils portent les noms de leur langue. À partir de là, on comprend toute la complexité de nos situations identitaires. Puisqu'au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres colonies, ex-colonies, on ne parle pas le camerounais ou une langue nationale. On parle plutôt le français et l'anglais. Comment peut-on, dans ces conditions, se définir comme une entité autonome si l'on parle et c'est défini selon des critères d'emprunt? Il s'agit là d'un lourd handicap que Mongo Petit qualifie d'impérialisme culturel. Les langues africaines, dit-il, Mongo Petit, ont été mises en esclavage sur leur propre continent par les langues venues d'ailleurs. Des penseurs et des chercheurs à la solde de la France, c'est lui qui parle, avaient été requis pour mettre les langues africaines hors jeu. Ceux-ci ont inventé toutes sortes de raisons pour porter atteinte à leur crédibilité. Les chiffres avancés pour montrer que les langues africaines sont trop nombreuses pour qu'une seule d'entre elles soit promue avaient donc été gonflés à dessein. La pauvreté des langues africaines, elle aussi, n'est qu'une raison fallacieuse pour leur nuire. L'ayant compris, l'intellectuel camerounais qui veut efficacement contribuer à la définition d'une identité sociale camerounaise doit d'abord, à mon sens, s'attaquer à la question de la langue. C'est la raison pour laquelle
dans un petit texte que j'avais publié en 2006, j'avais fait une proposition que j'ai plus tard élaborée dans un autre article publié en 2016, intitulé cet article « Du camp franglais au Camerounien, réflexion sur une langue en émergence ». Je proposais en effet qu'on s'inspire de l'exemple d'autres pays pour résoudre l'imbroglio linguistique camerounais. Pour ne prendre que l'exemple de la France, que je connais le moins mal, nous savons très bien comment est née la langue française, si chère aujourd'hui à de nombreux citoyens du monde. Cette langue française est née d'une langue vulgaire appelée le roman ou encore le bas latin, constitué d'un mélange de mauvais latin et de langue celtique. Ce bas latin, qui était parlé par les hommes de troupe et les ouvriers, a été, dès le XIIe siècle, récupéré par les troubadours et les trouvères, qui sont les premiers poètes moyenâgeux, qui en ont fait le support de leurs écrits. Puis sont venus les poètes connus comme François Villon, 15e siècle, et surtout Joachim du Bellay, qui eut la lumineuse idée d'écrire un manifeste intitulé « Défense et illustration de la langue française ». Je voudrais dire que ce texte, le texte original, écrit « Défense » avec deux F, et avec C2, pas SE à la fin. Et c'était « Défense et illustration de la langue françoise », pas la langue française, la langue françoise. Le reste, c'est des corrections faites plus tard par l'Académie, et on verra pourquoi une académie est importante. Il vit donc ce manifeste. Et ayant vu la fortune de cette langue vulgaire auprès du peuple, le roi François Ier prit une ordonnance qu'on a appelée l'édit de Villiers-Cotterêts pour en faire une langue nationale, une langue vulgaire pour en faire une langue nationale. On verra plus tard ce que les dramaturges et les poètes, ainsi que l'Académie française, vont en faire plus tard. Cette langue, précédemment vulgaire, est celle qui nous est imposée de nos jours. L'exemple de la France, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que la solution vient toujours du peuple. La solution vient toujours du peuple, qui ne s'embarrasse pas des convenances institutionnelles. Pendant que le latin était imposé en France comme langue officielle et était parlé par l'élite, le peuple a fabriqué sa propre langue, née du mélange des différentes langues en compétition. À bien y regarder, la situation de notre pays n'est guère différente. Pendant que l'élite reste dans des altermoiements, en imposant des schémas sophistiqués et très savants, comme le bilinguisme officiel ou le trilinguisme extensif, le peuple a inventé sa langue. C'est l'équipe Popelka, n'est-ce pas, professeur Kadajé. Le peuple a inventé sa langue, le camp franglais, à travers laquelle il s'exprime déjà dans ses chansons, ses sketchs et ses poésies. Cette langue composite, bien que méconnue et réprimée par l'élite, survit à toutes les brimades, à tous les sévices. On la retrouve déjà dans les œuvres littéraires de notoriété, célébrées sur le plan international, comme celle de Patrice Ngana, grand prix littéraire d'Afrique noire, et également de Blik Bassi, grand prix littéraire d'Afrique noire. À 30%, ce texte est écrit en camp franglais, mais il a le grand prix littéraire d'Afrique noire. Le travail à faire, donc, à mon sens, c'est, comme Joachim du Bellay, au XVIe siècle, de défendre et d'illustrer cette langue, de la stabiliser, de la normaliser, comme le fit l'Académie française. Auparavant, il me semble nécessaire de la noblir. Il faut la couvrir de noblesse. Il faut la noblir en la débarrassant tout d'abord
de cette dénomination risible et suspecte qui rappelle encore le français, l'anglais, cam, franglais, vraiment composition, un peu de cam, un peu de franc, un peu de glais. Donc, il faut l'anoblir en la débarrassant de cette dénomination risible et suspecte qui rappelle encore le français et l'anglais, conçus comme langue d'aliénation. Voilà pourquoi je me suis permis, déjà, dès 2006, comme je l'ai dit plus haut, de suggérer que cette langue en émergence fût appelée le camerounien. Une telle langue, reflet de notre multiculturalisme et de notre effort de construction d'un destin commun, pourrait, mieux que tout autre, témoigner de notre identité et de notre positionnement dans le monde. Voilà pour ce qui est de la langue. Le second attribut, et qui me semble aussi déterminant, c'est l'expression artistique. Je voudrais ici parler de l'art dans toute sa dimension, jusqu'aux confins de l'architecture et de la technologie. Parce qu'on pense que l'art ne s'arrête qu'aux aspects folkloriques, aux aspects patrimoniaux. Quand vous voyez une voiture japonaise, elle ressemble à une voiture américaine, par sa forme, parce qu'elle est la traduction d'une culture. Quand vous allez dans une ville chinoise, elle ne ressemble pas à une ville française, parce qu'il y a la marque de la culture. Donc jusqu'à l'architecture, jusqu'à la technologie, vous avez la marque de la culture. Voilà pourquoi j'ai bien dit que la culture est au cœur de tout. Pour cela, je commencerai par ce qui caractérise le mieux l'art, à savoir l'imaginaire. Car toute expression artistique, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit plastique, phonique ou technologique, est fondée sur une idéalisation du réel, sur la projection de l'imaginaire d'un individu ou d'un groupe sur un objet ou sur une situation donnée. Cet imaginaire traduit les rêves et les aspirations de ce peuple, ce vers quoi on veut le porter. D'autres parleraient de mystique, d'une mystique. Ainsi, par exemple, nous avons été séduits tous par le rêve américain, mais en oubliant que ce rêve américain est une mystique créée par les cinéastes, les musiciens et les écrivains. Ce rêve correspond-il à une réalité? Bien sûr que non. Et pourtant, il a imposé de l'Amérique une image dont on a du mal à se débarrasser. Daniel Etunga Mangele, dans un beau livre, très beau livre, dont je vous recommande la lecture, intitulé « Peut-on guérir d'une crise de civilisation ?» affirme de ce point de vue. La première bataille à gagner pour s'imposer dans le Conseil des Nations est la bataille de l'imaginaire. En Afrique, avons-nous déjà définitivement perdu cette bataille de l'imaginaire qui précède, en ce début d'un nouveau siècle, les batailles économiques du futur, devenues encore plus féroces à l'ère de la mondialisation? Pour la conception de cet imaginaire, y a-t-il mieux que les hommes de lettres et les arts? Une bonne étude permet de voir comment justement nos arts et nos lettres ont toujours assumé ce rôle. Quand ils n'ont pas inspiré, préparé ou précédé les choix ou les actions politiques, les lettres et les arts camerounais ont prophétisé, annoncé les temps nouveaux, galvanisé les peuples, indiqué la voie à suivre, célébrer les victoires et les héros. Ils ont de ce fait créé une mystique. Cette mystique vient des arts et des lettres. La mystique de l'indomptabilité du peuple camerounais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le lion indomptable, ça vient d'une épopée banane, du roi Manibel Tombi. C'est lui le lion indomptable. Je pourrais résumer son histoire, mais je crois que le temps m'est compté pour dire, sauf si vous le demandez. Madame la Présidente, voyez, je ne peux pas résister à la volonté populaire. Je voulais bien passer. Alors, Manibel Tombi était chef baleine qui était arrêté par les Allemands et mis en prison. Mais dans sa prison, il rugit comme un lion. Il fait donc peur à tout le monde. Il rugit comme un lion
on se dit, mais c'est plutôt un lion qu'on a dans la cellule. Et non, non. Le gouverneur allemand dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme lion? Faut-il le renvoyer dans sa communauté? Ce serait l'échec. Faut-il le garder? On n'a pas les moyens de le garder en prison. Il décide de le faire transférer en Allemagne. Or, même quand il avait été arrêté, il avait dit à sa femme de ne pas fermer la porte, de ne jamais fermer la porte de la maison, quel que soit le cas. Toujours les femmes. Bon, donc, au moment où Mani même est transféré, aussitôt qu'il arrive devant la mer, il disparaît. Il disparaît, se transforme en lion et revient dans son pays, le pays Banen. Malheureusement, quand il arrive, il y a une forte pluie. Et sa femme, pour se protéger de la pluie, a fermé la porte. Au moment où Mani même arrive, il trouve la porte fermée et se réfugie dans la forêt. Mani même est dans le lion indomptable. Il y a une épopée écrite par Béati, n'est-ce pas, et qui dit comment le président Alidjo a été, comment dire, cette histoire lui a été racontée par son épouse, Germaine. Il a tellement aimé cette histoire de l'invincibilité de Mani même Tombi, le lion, qu'il a décidé de donner à l'équipe du Cameroun, et donc au Camerounais, le nom de lion indomptable. Cela vient d'une épopée. L'épopée est éminemment littéraire. Donc, les littéraires ont fait leur travail, qui est de créer une mystique. Je pourrais vous citer, vous lire les textes, n'est-ce pas, les chansons populaires rassemblées par le professeur Gilbert Doro, les chansons populaires et les poésies populaires qui avaient cours dans les années 50-60. Mais on n'a pas de temps. Je voudrais m'appesantir sur un petit texte, écrit cette fois, c'est de Gilbert de Bode Boutake, que nous avons tous connu. Alors, Bode Boutake avait écrit en 2005 une pièce de théâtre intitulée Family Saga, saga familiale. Dans cette Family Saga, il mettait en scène deux frères. Nous sommes en 2005, Kamalo et Kamala, qui vivent ensemble dans une propriété, estate, comme on dit en anglais, où ils sont continuellement en désaccord. Kamalo veut tout garder pour lui et réduire son frère Kamala en esclavage, tandis que Kamala ne demande qu'une égale répartition des biens communs. Il s'ensuit un rude et impitoyable combat où les deux frères ne s'entendent même plus sur la nature de leur contrat. Je vous livre juste un extrait de leur échange. Kamala dit à Kamalo, "Where is the deed of brotherhood that we both signed? I need my share of resources." Kamalo, "You mean the deed of bondagehood? My papa is keeping it." Kamala, brotherhood. Kamalo, bondagehood. Il y en a qui, on va avec. Bien évidemment, l'image des deux frères renvoie aux composants anglophones et francophones, qui ne parviennent pas à s'entendre sur la gestion de leur pays commun. Tandis que l'un propose que le conflit soit réglé à l'interne, l'autre suggère de recourir à l'arbitrage d'une puissance tutélaire, son père. Je n'ai pas besoin de le nommer. Ce conflit, encore imaginaire en 2005, ne conduit heureusement pas, dans la fiction bien évidemment, à une rupture entre les deux frères, pour ne pas dire à une sécession entre les deux frères au sein de l'estate. Puisque Kamalo reconnaît enfin son inconduite et présente ses excuses à Kamala au cours d'une réconciliation entre les deux frères. Est-ce que c'est le grand dialogue national? Je ne sais pas. Qu'il entrevoyait déjà en 2005. On les entend dire à la fin de la pièce avec soulagement, "We are very happy that we have become one family again." La littérature l'avait déjà vu en
2005 et annoncer les temps nouveaux. J'aurais pu m'attarder sur les arts plastiques. J'aurais pu m'attarder sur les arts culinaires. J'aurais pu m'attarder sur les arts vestimentaires. Mais le temps m'est compté. C'est pour cela que je vais rapidement à la troisième partie, que je vais résumer. Le président de la résumer. Je la résume pour dire qu'elle devait porter sur quoi? Elle devait tendre à montrer, à ruiner l'idée selon laquelle la culture ne serait pas rentable. Elle ne serait d'aucune rentabilité. Pour dire que c'est une idée éculée. Éculée parce que depuis l'école de Francfort qui a été citée il y a quelques instants, nous savons maintenant que la culture s'est industrialisée. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les industries culturelles qui produisent autant d'argent aujourd'hui, sinon plus d'argent que les industries, n'est-ce pas, mécanisées. Pour exemple, je ne citerai que le cas du Nigeria. Vous savez qu'en 2015, le Nigeria a supplanté l'Afrique du Sud comme première puissance économique du monde. Et que les économistes ont démontré que cela était dû principalement au cinéma et non pas au pétrole ni à l'agriculture. Voyez comment le cinéma a fait d'un pays la première puissance économique du monde. On est dans le champ culturel. Comme pour dire que si notre culture était structurée, si elle était financée, si elle était organisée, si on en faisait un projet structurant comme on en fait ailleurs, peut-être que nous arriverions plus rapidement à l'émergence. Je vais conclure, Madame la Présidente, pour que vous ne soyez pas soupçonnés de m'avoir privilégié. Je dirais que tout mon propos tendait à montrer que le meilleur capital dans une nation, le meilleur capital pour la construction d'une société, même dans une société globalisée et industrialisée, c'est le capital culturel. Parce que le bien culturel est intarissable, il est inépuisable, il est reproductible à l'infini. Et comme l'humanité est une formidable machine à fabriquer la différence, donc la culture, à tout moment, peut être fécondée et fécondante. Elle est, la culture, la chance que l'humanité a d'échapper à la mondialisation et peut-être, n'est-ce pas, de permettre à l'homme de rester à la fois unique et universel. Merci beaucoup. Ukuru yangana monga Gabon, ukuru yangana monga Guinée, ukuru yangana monga Congo, ukuru yangana monga Cameroun.